Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Une exposition photo à l'ouverture de la session ordinaire du Sénat. Le vice-président de la République a visité ces images exposées à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, les grands moments des 5 premières années de la Chambre haute du Parlement. Des clichés qui retracent les différentes sessions. Vous pourrez surtout voir les premiers sénateurs ivoiriens de la 4e République française. À Washington, une rencontre de haut niveau tenue entre l'UMOA et le département Afrique du FMI. L'on retient que la zone monétaire ouest-africaine fait preuve de résilience. Les défis actuels de la croissance ont été identifiés en vue d'apporter des solutions. Président du Conseil des ministres de l'UMOA, le ministre de l'économie, Adama Coulibaly, prépare la rencontre. Des combats ont éclaté ce samedi au Soudan, notamment à Khartoum, entre les forces de soutien rapide et l'armée. Le groupe paramilitaire affirme tenir le palais présidentiel et l'aéroport de la capitale. Un premier bilan fait état de 3 civils tués. La communauté internationale appelle à la fin des hostilités. C'est une pratique culturelle qui se perpétue et se transmet de génération en génération. La fête des générations est un repère important dans la vie en communauté chez les Abouré. Les Bayini et leurs frères de Koumassi ne veulent pas laisser mourir ces valeurs traditionnelles de formation civique et de solidarité léguées par leurs ancêtres. Ainsi, chaque année, le lundi de Pâques démarre sur une semaine la fête de génération. Et pour parler de la fête de génération à Moussou, l'invité de la page culture est M. Ferdinand Boisseau Nda, chef de la génération Blessoué. Alors, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, il faut rappeler que c'est demain que ça prend fin. Tout se passe bien jusque-là? Oui, ça se passe très bien. D'accord, on aura l'occasion d'en parler dans le détail. Vous nous direz ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire, notamment demain pour la clôture. Vous restez avec nous, on va regarder ensemble l'actualité en une trentaine de minutes. Victor Biakabo, Dawenzen Coulibaly ou encore Dioman Etienne, quelques noms que vous connaissez certainement dont les photos sont exposées à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Ils font partie des sénateurs de la 4e République française. À l'occasion de l'ouverture de sa session ordinaire, le Sénat retrace en images cette histoire avant l'indépendance et celle de ceux qui animent aujourd'hui la Chambre. Le vice-président de la République a visité cette exposition. Le reportage de Kader Sogodougou. Expo Photo Sénat 2023 ouvre ses portes juste après la cérémonie de rentrée parlementaire. Le président de l'institution, Jano Ahoussou-Kouadio, conduit la balade qui est une immersion dans le passé, les 5 années de la première législature. Le vice-président de la République, Timoko Meïle Kone, le premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et d'autres présidents d'institutions, des ministres d'État, dont celui de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et plusieurs autres invités vont découvrir ce passé à travers des photos qui ressasse les premiers pas de la nation ivoirienne dans le bicaméralisme avec le travail acharné du Sénat pour tenir la barre. Activité du Sénat, année après année, passage à des présidents d'institutions, des membres du gouvernement devant les commissions, la diplomatie parlementaire, le personnel administratif et technique, l'hommage aux sénateurs disparus et la contribution littéraire des sénateurs. Tout est visité durant le parcours. Expo Photo Sénat 2023 a pris fin par la dédicace de l'œuvre dénommée Le Sénat de Côte d'Ivoire, une institution au cœur de la République. L'auteur est Jano Ahoussou-Kouadio. L'histoire retiendra qu'il a eu la confiance du président de la République Alassane Ouattara pour être le tout premier président du Sénat de Côte d'Ivoire. Les générations actuelles et celles à venir s'en souviendront. Voici maintenant le contenu de ce communiqué de l'état-major général des armées. Le lundi 10 avril 2023, un pétrolier singapourien a été la cible d'une attaque des pirates dans les eaux internationales à environ 600 km au sud d'Abidjan. Dès la survenue de cet événement et suite à l'alerte donnée par le Centre régional
pour la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest. La Marine nationale a déployé le patrouilleur de haute mer, contre-amiral Fadiga, avec pour mission de localiser le navire et porter secours à l'équipage. Au terme de 5 jours de recherche en mer et en coordination avec un aéronef de la Marine française stationné à Dakar, le pétrolier a été retrouvé et sécurisé. Il a été escorté ce 15 avril au port autonome d'Abidjan par les marins ivoiriens pour les formalités d'enquête. Quant à l'équipage, il est sain et sauf et fait l'objet d'une prise en charge psychologique. Le chef d'état-major général des armées témoigne sa satisfaction à toutes les unités engagées dans cette opération et se félicite de la bonne collaboration avec la marine française et les acteurs de la sécurité maritime dans la gestion de l'incident. C'est signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia. La journée internationale des secrétaires célébrée chaque année le 14 avril. L'Union des secrétaires du ministère des Affaires étrangères a marqué un arrêt pour commémorer l'événement. Le rôle et les missions des secrétaires sont mis en lumière. La ministre d'État Kandia Camara a salué leur contribution pour la bonne marche des services au sein de l'administration publique. Allons maintenant aux États-Unis. Les réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international prennent fin demain à Washington. Une rencontre de haut niveau s'est tenue entre l'UMOA et le département Afrique du FMI. La croissance économique dans l'espace a été passée au crible. On note que la zone UMOA fait preuve de résilience. Les obstacles actuels ont été identifiés en vue d'apporter des solutions. Président du Conseil des ministres de l'UMOA, le ministre de l'Économie et des Finances a pris une part active à la réunion. Serge Colléa. Réunion de haut niveau entre l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine et le département Afrique du FMI. Au cœur des échanges, le maintien de la stabilité macroéconomique pour préserver la dynamique de croissance dans l'espace. Autour du président du Conseil des ministres de l'UMOA, les ministres statutaires, le président de la commission de l'UMOA, le gouverneur de la BCAO, l'autorité des marchés financiers. Le ministre Adama Coulibaly a évoqué le rapport du département Afrique du FMI. Il note que l'UMOA a subi des chocs qui ont impacté les finances publiques et causé un déficit budgétaire. L'Union, a-t-il ajouté, est à pied d'œuvre pour combler les insuffisances. Il ressort de ce rapport qu'il y a effectivement des éléments d'alerte, qu'il faut absolument que les pays de l'Afrique de l'Ouest puissent travailler à assainir davantage les finances publiques en mettant l'accent essentiellement sur la politique budgétaire qui doit soutenir la politique monétaire. Et nous avons aussi discuté de la possibilité pour le FMI de faire en sorte que les pays de l'espace UEMOA puissent bénéficier de toutes les facilités qui existent. À cette tribune de l'économie mondiale, les rencontres se succèdent pour la délégation ivoirienne. Audience au quotidien avec des structures financières et économiques, plénière du comité de développement ou encore session introductive de la 47e réunion du CMFI, le Comité monétaire et financier international. Les membres de la délégation ivoirienne ont aussi échangé avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Kenji Okamura a exprimé la confiance du FMI à l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits de cette rencontre que nous venons d'avoir avec la délégation ivoirienne. Plusieurs projets et actions de développement de la Côte d'Ivoire nous ont été présentés. Nous sommes là pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ces différents challenges. Le ballet des entretiens se poursuit pour la délégation ivoirienne à Washington jusqu'au dimanche 16 avril 2023. Et sur place ici, la ministre de la fonction publique a lancé les activités du centre d'éducation à distance. Ce cadre vise à renforcer les capacités des fonctionnaires et agents de l'État, des travailleurs indépendants et du secteur privé, ainsi que les animateurs de la société civile. Ils seront formés en management public, en leadership, gestion des ressources humaines, gestion de projets, programmes et politiques publiques. Le reportage de Grace Kando. Financement et opportunités de formation pour les travailleurs du secteur privé et des agents contractuels des établissements publics nationaux et la politique du gouvernement en matière de formation continue. Deux thèmes qui ont fait l'objet d'un panel
pour marquer le lancement officiel des activités de formation 2023 du Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire, CEDSI. Nous développons plusieurs thématiques qui partent du management, du perfectionnement du leadership féminin, de l'éthique, du protocole, vraiment plusieurs thématiques et qui intéressent donc les auditeurs qui viennent se former dans notre centre. Le CEDSI a la particularité d'agir sur 3 segments, le segment administration, le segment secteur privé et le segment société civile. Donc tous ces 3 secteurs embrassent l'ensemble de l'activité économique nationale. Selon la ministre Anne Ouloto, la mise en place de politiques d'accompagnement des ressources humaines en matière de formation et de renforcement de capacités s'avère nécessaire. Ce centre marque le ferme engagement du président de la République d'offrir à tous les acteurs de développement de notre pays un outil et un cadre de formation et de renforcement des capacités. La Côte d'Ivoire est donc sur une très belle trajectoire et dans une belle dynamique. Le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire a été créé en 2000. Il est sous la tutelle du ministère de la fonction publique. Dans l'actualité politique ce soir, une délégation du RHDP conduite par le ministre d'État Gilbert Kone Kafana est à Korogo. La mission vise à former les structures de base sur le projet e-militant. C'est la plateforme numérique d'identification des militants. Plus de 400 personnes formées pour un meilleur usage de l'outil. C'est ce que nous apprend Ami Sissoko. Enrôler et identifier tous ces militants, c'est le cheval de bataille du RHDP. Le parti au pouvoir s'est doté d'une application dénommée e-militant depuis 5 mois pour accomplir cette tâche. Pour une utilisation efficiente de cet outil, les structures du parti sont formées. C'est au tour de la région du Poro de bénéficier de cette formation faite par le secrétariat national. À Korogo, les secrétaires départementaux de zone, de section et les présidents de comité de base du RHDP, plus de 400 venus de tout le Poro, sont outillés en e-militant. Quelqu'un ne peut pas se faire enrôler seul, de façon isolée. Il faut être impérativement dans un comité de base pratique. C'est-à-dire que si tu dis que tu es militant RHDP, tu dois pouvoir dire « je suis militant RHDP ». Tel comité, de telle section. L'opération e-militant est une initiative du ministre d'État Gilbert Kafana Kone, président du directoire du RHDP, qui a supervisé cette formation. Il avait à ses côtés le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, ainsi que le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, le général Issa Koulibaly. Nous avons été habitués à des fiches de comité de base qui ne répondaient pas toujours à la réalité. Et nous voulons donc nous assurer que ce qui nous arrive comme information sont des informations exactes sur lesquelles nous pouvons compter. Pour les utilisateurs, le e-militant est un outil indéniable pour le bon fonctionnement du travail. C'est un outil qui nous permet de travailler facilement et surtout de faciliter tout ce que nous devons faire pour le parti. Et lorsque les élections arrivent, nous savons dans tel lieu combien de militants nous avons et qui est vraiment véritablement militant. Cette formation est la bienvenue. Ça nous permet de repartir et de nous organiser mieux sur le terrain. C'est vrai que nous, au niveau de Silimachali, on nous a félicité d'être parmi les champions et nous allons redoubler d'efforts. Avec le e-militant, chaque militant aura sa carte du parti et le RHDP compte enrôler plus de 3 500 000 militants en vue de ratisser l'âge aux futures élections municipales et régionales de 2023. Le député de Ndossi a initié des rencontres avec les populations. Charles Niaouri fait le bilan des lois votées au Parlement en 2022. Il fait aussi le point des activités menées dans la localité. On le voit avec Abou Sanogo. Ndossi. Dans l'Agnébitiassa, le député de Ndossi-Bolville, Charles Niaouri, a entamé une série de rencontres d'échanges et d'informations avec les populations et les chefs traditionnels de Ndossi-Bolville pour leur présenter le bilan des lois votées en 2022 au Parlement ivoirien. Nous voudrons, au sortir de cette rencontre, dire notre satisfaction parce que, à la suite de nos explications, nous avons eu un réel échange avec nos parents, nos populations et nous nous confortons dans l'esprit de ce que cela doit être continuel. Il faut que nous nous donnons l'occasion et le temps d'être avec nos populations, parler avec elles pour connaître leurs problèmes.
Charles Niaouri a fait un tour d'horizon de l'activité parlementaire qui a essentiellement porté sur une vingtaine de projets de loi, notamment l'évaluation des politiques publiques, le divorce et la séparation de corps, le statut de la magistrature ou encore celui sur la création de l'ordre national des infirmiers et infirmières. Outre les lois votées, le député d'Ondoussou-Bolville a également fait le point de ses actions sociales, politiques et de développement en 2022. Un exercice, le deuxième depuis son élection en mars 2021, salué par l'ensemble des populations. Ça a été l'occasion pour le député de nous faire le résumé du travail qui a été fait et aussi de lancer un message à la cohésion sociale pour notre Ondoussi. Nous voulons dire merci à l'ensemble des populations qui ont répondu présent pour cet échange et dire ceci à toute la population de Ondoussi. C'est ensemble, main dans la main, que nous devons bâtir une commune, une ville harmonieuse. Les populations satisfaites ont dit leur engagement à l'accompagner pour la réussite de sa mission pour le bonheur d'Ondoussi-Bolville. Toujours dans l'actualité politique, 15e numéro de la tribune du PPACI, le porte-parole du parti, Justin Katina Koné, face aux journalistes, a fait le tour de plusieurs sujets. Les discussions notamment portées sur le bilan de la fête de la Renaissance, le dialogue politique, un an après, suivant des détails dans ce reportage de Marie-Chantal Akanda. La tribune du PPACI, un rendez-vous de communication et d'échange qui est à sa 15e édition, est un cadre pour discuter de divers sujets d'intérêt public. Elle a été l'occasion pour le parti de faire un bilan positif de la fête qu'il a organisée récemment. La fête de la Renaissance a tout un sens pour nous et c'est pour cela que nous avons apprécié vraiment la mobilisation de nos compatriotes, de nos militants. Le monde entier a reconnu cette mobilisation exceptionnelle. Mais la note qui nous intéresse le plus, c'est la présence massive de la jeunesse. Le dialogue politique a également été abordé en profondeur. Le porte-parole du parti a souligné des avancées notables dans ce domaine, tout en appelant à la poursuite de l'adoption d'autres résolutions pour améliorer la situation. Oui, le dialogue politique, il faut avoir le courage de dire, nous a permis d'avoir des avancées. Et je voudrais, au nom du parti, remercier sincèrement, même si ce n'est pas encore totalement fait, totalement parfait, il y a des choses à refaire là-dessus. Mais au dialogue politique, lorsqu'on parlait des fonctionnaires, ce n'était pas seulement les fonctionnaires de l'administration centrale qu'on connaît, c'était les magistrats, c'était y compris les policiers. En tout cas, tous ceux qui ont dû quitter leur poste et qui étaient en exil. Il n'y avait pas de distinction opérée entre les types de fonctionnaires. Le PPACI s'est également penché sur les questions économiques et financières de la Côte d'Ivoire lors de cette rencontre. L'actualité, c'est aussi la solidarité qui se manifeste en ce mois de Ramadan. Le mouvement Debout pour Éric Tabar fait don de vivres à 200 femmes. C'était à la Riviera Faya en présence de l'ambassadeur chef de protocole du président de la République, Éric Tabar. C'est une contribution pour leur permettre de mieux observer ce mois saint. Jean-Marc Djadji. Des vivres composés de sucre, d'huile et de riz au bénéfice des femmes musulmanes de Cocody. Un acte de partage, de solidarité et de générosité initié par le mouvement Debout pour Éric Tabar pour soutenir les musulmans en ce mois béni du Ramadan. Nous sommes là dans le but d'accompagner son Excellence Éric Tabar en posant plusieurs actions. Le mouvement de soutien proche du chef protocole du président de la République a remis au total 200 kits distribués. Nous sommes vraiment très heureuses parce que nous venons de recevoir des présents. Un geste de haute portée islamique salué à sa juste valeur par le parrain de la cérémonie. C'est une manifestation, je dirais, islamique, spirituelle, parce que son Excellence Éric Tabar a bien voulu s'associer aux musulmans en leur donnant des vivres pour la rupture du carême, ce qui est recommandé dans la religion islamique. Car on dit, celui qui donne à manger aux jeûneurs a le même mérite que ce dernier. Et donc, ayant compris cela, il a organisé cette cérémonie pour faire plaisir à ses parents musulmans. Le mouvement de soutien Debout pour Éric Tabar entend promouvoir les actions du proche collaborateur du président de la République, Éric Tabar, au sein de la commune de Cocody.
Dans le nord du pays, les actions de solidarité se poursuivent aussi. À Ouangolo, le député Idrissa Traoré est aux côtés des veuves. 300 de ces dames ont reçu des kits alimentaires pour faciliter la rupture du jeûne. Le reportage de Kader Sogodogo. Des dons en vivres composés essentiellement de riz et d'huile. Et un don en numéraire. C'est la contribution du député Traoré Idrissa pour permettre aux veuves de sa circonscription de passer cette période de Ramadan sans trop de turbulences. Je pense que c'est un devoir pour chacun de nous de préparer demain en faisant le peu qu'il peut faire pour ses semblables. Des bénéficiaires qui saluent cette attention particulière dont elles sont l'objet. J'aimerais dire au député merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous et surtout pour la commune. On le remercie beaucoup, c'est gentil. Chaque année, il fait des dons. C'est dans la joie que ces veuves ont regagné leur domicile respectif. Elles y sont allées avec à coup sûr un souci en moins. Un autre acte de solidarité dans le centre du pays, le conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse Touré, Souleymane, a offert plusieurs bœufs à des guides religieux, chefs de canton et familles démunies. Il dit s'inscrire dans la vision de la Côte d'Ivoire solidaire. Il exhorte à cultiver les valeurs de paix, d'unité et de partage. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. À la faveur de la célébration de la fête de Pâques, plusieurs guides religieux et chefs cantons reçoivent des bœufs à Boaké. Un don de l'ONG Oukademe avec à sa tête son président Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre. La célébration de Pâques n'est pas seulement un événement religieux. Elle est aussi un moment de partage et de générosité à l'endroit des couches les plus défavorisées. Ce soutien du conseiller du Premier ministre s'inscrit dans le cadre de l'opération Solidarité Pakinou pour tous, une action visant également à exhorter la population à consolider la paix, la symbiose et l'harmonie qui règnent entre les communautés à Boaké. Nous avons choisi cette église, l'église Saint-Martin, pour apporter notre soutien à l'occasion des célébrations des fêtes de Pâques. Il fallait donc joindre l'acte à la parole en venant offrir un bœuf à l'église Saint-Martin de Boaké, Air France. Et nous allons annoncer également ça donc, au peuple de Dieu et voir dans quelle mesure on va faire en sorte que le peuple de Dieu puisse réellement donc entrer en possession de ce que vous avez donné. Ce geste de solidarité est hautement apprécié par les bénéficiaires. Chaque année, notre fils Touré Souleymane vient nous visiter avec un bœuf pour chaque canton. Aujourd'hui encore, il n'a pas failli à cette tradition. Nous ne pouvons que lui dire merci de cette sollicitude. Pendant les grands rendez-vous de l'année, l'ONG Oukademe et son président Souleymane Touré déploient un trésor de dons pour accompagner les démunis. Cette structure a à son actif plusieurs activités réparties sur toute l'année dans toute la commune de Boaké avec des dons pendant la période de carême et le mois de Ramadan, notamment des aides aux orphelins et aux veuves. Et nous vous le disions en début de journal, la journée internationale des secrétaires est célébrée chaque année le 14 avril. L'Union des secrétaires du ministère des Affaires étrangères a marqué un arrêt pour commémorer l'événement. Le rôle et les missions des secrétaires sont mis en lumière. La ministre d'État Kandia Camara a salué leur contribution pour la bonne marche des services. Walter Amadou Ouattara. Pour le commun des mortels, être secrétaire, masculin ou féminin, consiste à s'occuper des courriers, communication téléphonique, gestion de l'emploi du temps, rédaction de documents, tout en gardant la confidentialité des dossiers traités. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des secrétaires, célébrée chaque année le 14 avril, l'Union des secrétaires du ministère des Affaires étrangères souhaite davantage faire connaître ce corps de métier. Cette journée témoigne de l'importance du ou de la secrétaire parce qu'elle reste la vitrine de l'administration publique ou privée. Cette heureuse circonstance nous offre l'opportunité de y réitérer notre engagement et notre entière disponibilité à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. L'importance de la formation et de la mise à niveau permanente des secrétaires dans un monde en constante mutation demeure une préoccupation pour le secrétariat général du syndicat des secrétaires de Côte d'Ivoire.
Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, rappelle le sens de la responsabilité élevée des secrétaires du ministère dont elle a la charge. Elle traduit sa gratitude pour le travail abattu dans le traitement des dossiers dits sensibles. Les sujets que nous adressons quotidiennement, frappés du sceau de la confidentialité, ne peuvent ni ne doivent se retrouver sur la place publique, ce qui n'est pas acquis d'avance. Surtout dans un monde aujourd'hui gouverné par les réseaux sociaux et le rituel des buzz. Pourtant, jamais nos secrétaires n'ont failli. Ce sens de la réserve est à louer. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter très solennellement, mesdames et messieurs les secrétaires. La Journée internationale des secrétaires est célébrée depuis 1951. En Côte d'Ivoire, elle a été célébrée pour la première fois en 1994 à l'initiative de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Dans le centre du pays, Paul Akoto Yao, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et doyen des cadres de Sakasso, a été inhumé ce samedi sur les terres natales de Walebo. À l'occasion de cette ultime séparation, un parterre de personnalités s'est mobilisé aux côtés de sa famille. Il s'agit notamment de sa famille politique et de l'association des cadres du centre, avec à sa tête son président d'honneur, Jano Aosso-Kouadio, le président du Sénat. Dans le reste de l'actualité, des combats ont éclaté ce samedi au Soudan, notamment à Khartoum, entre les forces paramilitaires de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan. Le groupe paramilitaire affirme tenir le palais présidentiel et l'aéroport de la capitale. L'armée dit avoir mobilisé ses avions pour frapper et détruire des bases des FSR à Khartoum. Un premier bilan fait état de 3 civils tués. L'ONU et plusieurs puissances internationales, dont les États-Unis, la Russie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Union européenne et le Royaume-Uni ont appelé à la fin des hostilités. On ouvre la page de l'actualité en culture. La 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo va se dérouler à Abidjan et à Bouaké du 25 au 30 avril 2023. Gaou Productions, initiatrice de l'événement, fait à nouveau confiance à la RTI. Vous le savez, c'est le diffuseur officiel. Vous pourrez donc suivre toutes les articulations de ce grand rendez-vous international sur nos antennes. Une convention est signée par le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et à Salfo, le commissaire général du FEMUA. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. Ce sont les yeux fermés que le commissaire général du FEMUA dit signer ce protocole de partenariat avec la RTI. Selon Salif Traoré, dit à Salfo, leader vocal du groupe Magic System, ce partenariat est très bénéfique pour Gaou Productions. Grâce à la radio-télévision ivoirienne, plus de 200 000 téléspectateurs suivent le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Grâce à la RTI aujourd'hui, le FEMUA est connu dans toutes les contrées de l'Afrique parce que la RTI est quand même l'une des chaînes les plus suivies du continent africain. Et avoir nos contenus être diffusés sur cette chaîne, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup plus et qui donne plus de notoriété et de grandeur au festival. Il est encore plus bénéfique de se voir diffusé sur l'une des meilleures chaînes de notre continent. Cette 15e édition du FEMUA est placée sous le thème « Sécurité alimentaire et agriculture durable ». Une initiative que la Direction générale de la RTI est ravie d'accompagner. Ne serait-ce qu'à regarder le thème de cette année, qu'un leader d'opinion comme Salfo et ses amis s'engagent pour la souveraineté alimentaire et donc travailler à travers la musique, à travers les jeunes, à faire prendre conscience à la population de cette nécessité-là de s'investir dans l'agriculture durable, d'être autosuffisant, est extrêmement important et c'est dans le droit fil des missions de la RTI. Lancé le jeudi 16 février dernier à Cocody, le FEMUA 15 se déroulera du 25 au 30 avril 2023 à Abidjan et à Bouaké. Bouba, Singula, Ferregola, Didi B, KS Bloom, Roseline Layo sont entre autres des artistes annoncés.
Mais avant le FEMU, à la cérémonie d'ouverture de la 42e édition de Popo Carnaval de Beaunois a eu lieu vendredi dernier. Cet événement vise à valoriser la culture du peuple abouré et yvet. Cette année est consacrée au renforcement de la cohésion sociale. Plusieurs innovations annoncées par les organisateurs. Patricia Omouitia. Grande effervescence ce jour à l'occasion de la cérémonie officielle de la 42e édition du Popo Carnaval. C'est tout un symbole pour les populations du peuple abouré et yvet de Beaunois. Et c'est tout à l'honneur des autorités administratives et traditionnelles de Beaunois. Cette édition 2023 du Popo Carnaval de Beaunois est aussi particulière parce que le commissariat général a mis un point d'honneur sur les langues maternelles. Raison pour laquelle le thème est les langues maternelles, outils de diversité culturelle et instruments de paix. Les langues maternelles qui fondent la présente édition viennent à renforcer la dynamique de tous les fils du pays et préserver la cohésion sociale. Le représentant du maire de la commune de Beaunois a salué une initiative du commissariat général de procéder au lancement du Popo Carnaval à Beaunois. Selon lui, le Popo Carnaval de Beaunois doit se hisser au même titre que le Carnaval de Rio au Brésil. Nous avons à cœur le projet de créer une banque de données relative à la culture et à la tradition abourée afin que le riche patrimoine culturel abouré soit accessible au monde entier en un clic. Pour le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, le Popo Carnaval contribue au développement de notre pays. En opérant un tel choix, vous démontrez à plus d'un titre que le secteur des arts et de la culture est le principal vecteur de rapprochement des peuples. Cette 42e édition compte des innovations de taille, notamment le prix de la meilleure création artistique et de la meilleure représentation scénique, la journée des entreprises locales et l'élection de la plus belle femme abourée. Et nous retrouvons l'invité de la page culture, Ferdinand Boisseau, chef de la génération Blessoué, pour parler de la fête de génération à Mossou. Tout à l'heure, dans ce reportage sur le Popo Carnaval de Beaunois, on a entendu les abourés et yvet, mais à Mossou, ce sont les abourés et mais c'est le même peuple abouré. Oui, monsieur le journaliste, c'est le même peuple abouré. Mais à Mossou, c'est les abourés et. À Beaunois, c'est les yvet. À Ebra, c'est les Ossoins. Et puis nous avons les Bétibés à Vitré. Alors depuis lundi dernier, vous avez commencé la fête de génération. Demain, c'est la fin. Jusque-là, comment se passent les choses? Quels sont les grands moments de cette année? Il faut dire que cette année, ça a été placé sur le signe de la solidarité, de la fraternité. Et que la fête en elle-même, c'est le lundi de Pâques. Et le demain dimanche, c'est la clôture. Cette clôture que nous appelons le Quasimodo. Donc demain, c'est le Quasimodo. Et le Quasimodo, c'est un groupe, une catégorie qui va diriger tout ce groupe. Mais toutes les autres catégories seront derrière. Cette catégorie, c'est la catégorie Djamia Menibé qui fera le Quasimodo demain. Alors, par quoi ça a commencé le lundi déjà? Et surtout avec cette coïncidence avec la fête de Pâques, comment on explique tout cela? D'abord, le dimanche, voilà, retraite au flambeau qu'on appelle Odo. Odo, c'est une danse guerrière. Les années antérieures, lorsque nos parents revenaient de guerre, ils rentraient notamment au village. Et c'est cette façon de rentrer au village qui a créé cette danse qu'on appelle Odo. Ils allumaient des torches parce qu'il n'y avait pas l'électricité à cette époque-là. Donc, ils allument. Ils rentraient par des voies détournées. Ils allaient jusqu'au cimetière parce que pendant les guerres, il y a eu des morts. Ils vont célébrer la mémoire de ces vaillants guerriers tombés pour dire que même si vous n'êtes plus là, mais nous avons eu la victoire. Donc nous commençons par l'Odo. Après l'Odo, le lundi matin, nous avons la parade lagunaire. Et après la parade lagunaire, est suivie la danse guerrière dans les artères du village. Alors, vous avez parlé d'hier, comment les choses se passaient, mais je sais que depuis 1961, cette célébration actuelle a cours, mais comment justement vous arrivez à vous adapter dans un monde en perpétuel changement où surtout il est question de modernité, comment cette culture-là traverse le temps? Oui, comme vous l'avez dit,
Il y a eu ce qui a été fait dans le passé, mais depuis 1961, nous célébrons la fête de génération. Il y a la génération et il y a la fête de génération, qui n'a rien à voir avec la sortie officielle d'une génération. La sortie officielle d'une génération, c'est chaque 30 ans. Nous avons 2 générations, la génération des pères et la génération des fils. Aujourd'hui, c'est la génération Bloussoué qui est au pouvoir. Mais c'est enseigné de père en fils. Cette culture, nous l'avons gardée. Nous ne sommes pas détournés de notre culture, en tout cas. D'accord, alors on va juste regarder le résumé avec Franck Wadio et on se retrouve. Le foire Blossoué, fête de génération pays à Bourré, est un événement annuel célébré pendant la fête de Pâques dans le village de Moossou, dans la commune de Grand Bassam. Cette célébration allie tradition et modernité pour le développement harmonieux du village de Moossou. Tenue du 2 au 10 avril dernier, l'édition 2023 a été placée sous le sceau de la cohésion sociale entre la population de cette localité. Danse traditionnelle, parade lagunaire, autant d'activités sportives et culturelles, suivies de passages de flambeaux et de parades, ainsi que de défilés militaires des différentes catégories de la génération Blossoué. Les Blossoué Boolé, les Blossoué Gamiens, les Blossoué Atiblé et les Blossoué Elignempoué ont à tour de rôle fait leur passage devant les officiels, chacun à sa façon, montrant le pouvoir qu'incarne sa catégorie. C'est un reportage de Sejpa comme Didier et Mamadou Kouassi. Alors cette année, du côté du quartier Koumassi, les Béninais vont prendre les pleins pouvoirs. Ce sera l'année prochaine. Alors comment vous organisez cette prise de pouvoir? La gestion de pouvoir, comme je l'ai dit, il y a 2 générations à Béni, 2 générations à Koumassi. Ceux de Koumassi sont au pouvoir, ils ont géré le pouvoir pendant 15 ans, ils sont en fin de pouvoir. Donc l'année prochaine, ce sont les Bloussoué qui vont prendre le pouvoir et cela pour 15 ans. Après les 15 ans, les Bloussoué vont céder le pouvoir aux enfants des Nundjou de Koumassi qui sont les Inouï. Chaque génération a 15 ans de gestion du pouvoir. Chez nous, à Moossou, le roi règne, mais le roi ne gouverne pas. Ce sont les générations qui gouvernent. Donc, c'est un peu comme chez les Hébrides, à la différence qu'ils n'ont pas de roi. Oui, c'est la même chose, à la différence qu'ils n'ont pas de roi. Mais chez nous, il y a un roi et il y a les chefs de génération. Il y a le chef de génération de Koumassi et le chef de génération de Béniré. Ce sont les 2 quartiers de Moossou, il faut le préciser. Alors, je sais que c'est organisé, comme vous l'avez dit vous-même, de père en fils, mais les générations, comment elles sont constituées? Quelles sont les différentes classes d'âge à l'intérieur de chaque génération? Les générations sont constituées de 4 classes d'âge. Il y a les Atibliers, les aînés, les Baoulés, les Punés, les Djamamelibé, les cadets, et puis les Djamians, les Benjamins. Et on se rend compte que chacun a son protégé. Par exemple, les Atiblés ont pour protéger les Djamamelibé. Les Baoulés ont pour protéger les Djamians. Alors, pourquoi c'est organisé de cette façon? C'est peut-être pour montrer la voie? Oui, parce que vous voyez que la génération chez nous à Moossou diffère des autres régions. Vous savez qu'un père peut avoir 4 enfants. L'aîné, je donne un exemple, a peut-être 70 ans. Le plus jeune, il a peut-être 20 ans, mais il n'est pas de la même catégorie que son aîné. Ils sont tous de la même génération. Donc c'est classé en fonction. Il y a l'aîné, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a le punier, il y a les cadets et les benjamins. Donc depuis au temps de nos parents, c'est comme ça que ça a été réparti. L'une des attractions également à l'occasion de ce genre de fête, c'est la sortie du guerrier et surtout ses hommes autour de lui. C'est vraiment impressionnant. Vous savez, le guerrier représente sa catégorie. Et on peut les comparer, si vous voulez, à l'armée. Et les Baoulés, c'est eux qui ouvrent la guerre. En période de guerre, c'est eux qui sont en première position. Ils sont suivis des Djamians. Les Djamians, c'est les formateurs. C'est eux qui forment. Après, viennent les Djamamelibé. Les Atiblés, eux jouent le rôle de la police. Ils font la sécurité des biens, des femmes. Les Atiblés qui sont les aînés. Les aînés, oui. Pendant que les autres sont en guerre, c'est eux qui font la sécurité du village. Ils veillent sur les femmes et les biens.
Justement, puisqu'on parle des femmes, alors quelle est leur place aujourd'hui dans cette culture abourée, dans cette culture de génération? Elles n'ont pas droit aussi à une sorte d'initiation? Elles n'ont pas, elles aussi, leur initiation? Les femmes, ils n'ont pas une initiation particulière, mais elles sont regroupées quand même en classe d'âge, comme les hommes. Mais elles sont un soutien pour les hommes. Elles soutiennent leur mari. Alors, justement, et ça court très vite, on a bientôt terminé, c'est demain. Peut-être rapidement pour terminer sur ce qu'il y a à dire par rapport à demain. Je demande à tout le monde d'être là demain. Déjà, demain à 8h, il y a la messe à l'église Saint-Antoine de Padoue. Une messe à l'honneur de toute la génération Blusoué et à l'honneur de notre majesté Nana Assoumou Kanga. Après 9h30, après la messe, vous avez la clôture du Kasmodo. Encore, il y aura une parade. Donc, je demande à tous les Blusoué, à tous les Bassamois, à toute la Côte d'Ivoire de venir célébrer cette fête avec nous. Et que l'année prochaine, en 2024 encore, à la même date, il y aura la fête de génération, mais cette fois-ci, cette fête sera organisée par les Djamian Menimbe. D'accord. Merci beaucoup. Merci Ferdinand Boissonda, chef de la génération Blessoué, pour parler de la fête de génération à Mosso qui prend fin demain. Et voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend que le coq ne se lasse jamais de porter ses ergots. Dieu le voulant, on se retrouve demain.